Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée de transformation économique immense, qui pourrait littéralement redéfinir notre futur. On va parler du passage d'un modèle qui, on le sent bien, est à bout de souffle, vers une économie qui s'inspire de quelque chose de bien plus ancien et résilient, la nature elle-même. Alors pour bien comprendre, commençons par le début, notre système actuel. C'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. Et en gros, ça se résume à 4 étapes, assez simples et pour être honnête, assez brutales. On extrait, on transforme, on consomme et puis on jette. C'est tout. C'est un processus qui a, c'est vrai, bien fonctionné pendant toute l'ère industrielle. Sauf qu'il est basé sur une idée complètement fausse. Une illusion, en fait. Idée qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde où, les ressources, elles, sont finies. Et ça nous force à nous poser une question cruciale. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout du chemin? Ok, première section. On va voir un peu plus en détail cette logique linéaire et comment elle est devenue le véritable moteur de notre monde moderne. Faut dire qu'à l'origine, l'intention était plutôt noble, hein. L'idée de la révolution industrielle, c'était de satisfaire les besoins primaires de tout le monde. Se loger, manger, se soigner. Pour ça, il fallait produire en masse. Et le grand défi de l'époque, c'était justement de maîtriser cette production à très grande échelle, que ce soit la force, la mécanique ou l'organisation. Et ce qui est fascinant, c'est de regarder le moteur financier derrière tout ça. C'est la monnaie-dette. Le principe est simple. Pour produire, il faut d'abord emprunter. Mais pour rembourser le prêt et surtout les intérêts, il faut produire encore plus. C'est une sorte de spirale, une roue de hamster géante qui oblige le système à toujours croître. Seulement voilà, cette course folle au toujours plus, elle n'est pas sans conséquences. Elle a un coût social et environnemental qui devient de plus en plus lourd. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Un des premiers effets pervers, c'est quelque chose d'assez paradoxal, la solitude. On vit dans des villes immenses, on est entouré de monde, et pourtant, cette obsession de produire et de consommer a créé un vrai sentiment d'isolement. Et puis, il y a les addictions. Quand un système entier est conçu pour nous pousser à consommer en permanence, forcément, ça crée des dépendances. On ne parle pas que de substances, mais aussi d'une addiction à l'achat, au toujours neuf, bien au-delà de nos besoins réels. Et enfin, le burn-out. Ce mot, on l'entend partout maintenant. C'est le résultat direct de cette pression constante à la rationalisation, à la productivité à tout prix. C'est l'épuisement professionnel et personnel qui guette quand la machine s'emballe. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais face à ces limites, face à cette impasse, une autre voie commence à se dessiner. Une alternative qui, au lieu d'essayer de réinventer la roue, s'inspire du système le plus durable et le plus efficace qui soit, la nature. Et le concept de cette économie circulaire, il est d'une élégance et d'une puissance folle. L'idée, c'est d'éliminer complètement le concept de déchet. Pensez à une forêt. Une feuille qui tombe n'est pas un déchet, c'est de la nourriture pour le sol, qui va nourrir un nouvel arbre. Les déchets des uns deviennent les ressources des autres. C'est un cercle vertueux. Et là, on voit bien la différence fondamentale, le changement de paradigme. On passe d'une logique de profit à court terme, où l'on jette ce qui ne sert plus, à une logique de création de valeur à long terme. La durabilité devient le maître mot, et le déchet n'est plus un problème, c'est une ressource. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair, l'industrie textile. Dans le système actuel, on produit, on vend, on porte quelquefois, on jette. Fin de l'histoire. Dans une approche circulaire, le designer, dès le premier coup de crayon, doit se poser toutes les questions. Comment ce vêtement sera-t-il produit? Comment l'entretenir pour qu'il dure? Comment pourra-t-il être réparé, réutilisé? Et à la toute fin de sa vie, comment ces fibres pourront être recyclées pour créer un nouveau vêtement? C'est une vision à 360 degrés. Mais, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, cette révolution circulaire, ce n'est pas juste une histoire de mieux trier nos poubelles. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une refonte complète de la société. La technologie joue un rôle clé là-dedans. On parle d'usines qu'on appelle parfois dark factories ou usines noires, entièrement automatisées, qui pourraient produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière locale et à la demande. Plus de surproduction, moins de transport international et, point crucial, beaucoup moins besoin de travail humain pour la production de masse. Ce nouveau monde de la production, on peut l'appeler l'économie productive. C'est un secteur ultra efficace, optimisé par les machines et l'intelligence artificielle. Il n'a plus besoin de beaucoup de bras, mais il a besoin de cerveaux. Un petit nombre de personnes très qualifiées, des experts, des créatifs, des managers pour piloter le tout. Alors la question à 1 million, c'est si les machines produisent, que font les gens? C'est là qu'émerge une deuxième sphère, tout aussi importante, voire plus, l'économie contributive.
Là, on ne parle plus de produire des objets, mais de s'occuper de ce qui fait la richesse d'une société. L'éducation, la culture, le soin aux autres, la vie démocratique, le lien social, bref, tout ce qui est centré sur l'humain. Et si on regarde aujourd'hui, le temps qu'on consacre à cette économie contributive, c'est assez faible. Tout ce qui est bénévolat, engagement associatif, participation citoyenne, ça représente à peine 5% de notre temps collectif. Maintenant, accrochez-vous. Pour que ce nouveau modèle de société puisse fonctionner, la proposition sur la table, c'est de faire passer ce chiffre de 5% à 65%. Oui, 65% de notre temps qui serait dédié à cette économie contributive. C'est un saut quantique, une transformation absolument gigantesque. Et ça, bien sûr, ça soulève le problème central, la nouvelle grande question de notre société, comment on fait ? Comment on organise et surtout, comment on valorise cette contribution qui n'est pas un travail au sens classique du terme. Parce qu'on est face à un vrai paradoxe. D'un côté, en tant que citoyen, on est de plus en plus demandeur de tout ce qui relève de l'économie contributive. Une meilleure éducation, plus de culture, une meilleure prise en charge. Mais de l'autre côté, l'économie productive, celle qui traditionnellement finançait tout ça via les impôts sur le travail, eh bien elle s'automatise et peine de plus en plus à jouer ce rôle. La sortie de ce paradoxe, ça passe par une réinvention quasi totale de notre contrat social. Première étape, il faut redéfinir ce qu'on appelle le travail. Deuxième étape, il faut trouver des moyens d'organiser cette contribution citoyenne. Et troisième étape, cruciale, il faut la récompenser. C'est là que des idées comme le revenu universel ou d'autres formes de rétribution entrent en jeu. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question vertigineuse et très personnelle. Imaginez un monde où la question la plus importante n'est plus qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais quelle est ta contribution à la société ? Dans ce monde-là, quelle serait la réponse de chacun d'entre nous ?